Nous avons vu dans le chapitre précédent les tissus épithéliaux. Maintenant, nous allons commencer le chapitre suivant qui concerne les tissus conjonctifs. Alors, on va donc parler de certains éléments généraux concernant les tissus conjonctifs. Nous allons définir qu'il y a plusieurs catégories de tissus conjonctifs, mais nous allons surtout développer la catégorie de tissus squelettiques. Alors, il s'agit des tissus cartilagineux et des tissus osseux, et nous allons également parler du cas particulier du tissu sanguin. Alors, en ce qui concerne les généralités, donc définition du tissu conjonctif. Alors, contrairement au tissu épithéliaux qui est constitué de cellules jointives et avec une certaine polarité, les tissus conjonctifs, eux, sont constitués de cellules éparpillées, donc dispersées. Alors, autour de ces cellules, il y a un ensemble variable de fibres, alyef en arabe, et une substance fondamentale qui forme ce qu'on appelle la matrice du tissu conjonctif. Alors, cette substance donc relie l'ensemble des cellules aux fibres qui constituent donc l'ensemble du tissu conjonctif. Alors, étant donné la variété des tissus conjonctifs, il y a également une variété de fonctions, fonctions de soutien, nutrition et défense de l'organisme. On reviendra sur ces fonctions quand on parlera de certains exemples précis de tissus conjonctifs. Alors, je rappelle ici donc les constituants des tissus conjonctifs, donc principalement des fibres, une substance fondamentale et des cellules. Alors, concernant les fibres, il y a trois catégories principales. Tout d'abord, des fibres de collagène. Alors, ce sont des fibres constituées d'une protéine qu'on appelle le collagène. Alors, il y a plusieurs catégories de collagène qui sont définies d'après leurs caractéristiques moléculaires. Alors, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 10 pour les plus connus d'entre eux. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il faut retenir que c'est ce qui donne à ces tissus une certaine résistance aux tractions et aux forces mécaniques, certains soutiens aux différents tissus dans lesquels ils entrent dans la constitution. Alors, il y a également une autre catégorie, ce sont les fibres réticulaires qui constituent des réseaux et qui sont formés d'une protéine qu'on appelle la réticuline et qui ont un rôle de soutien. Alors, ces fibres de réticuline peuvent être mises en évidence, par exemple, dans le foie, dans le rein, dans la moelle osseuse aussi, qui a donc cette structure gélatineuse à l'intérieur des os, et donc qu'on peut mettre en évidence par des colorations spécifiques. Donc, ça permet de les mettre en évidence. Alors, on a également les fibres élastiques, donc qui, comme leur nom l'indique, sont constituées de protéines qu'on appelle élastines et qui donnent donc une certaine élasticité au tissu. Donc, vous avez les fibres collagènes et les fibres élastiques, par exemple, qui entrent dans la constitution de l'épiderme. C'est ce qui donne un certain soutien à notre peau
et une certaine élasticité. Donc le soutien, c'est lorsque la peau est bien tendue, donc plus il y a de collagène, plus la peau est bien tendue et bien lisse. Et en ce qui concerne l'élasticité, c'est ce qui fait que lorsqu'on tire notre peau, grâce à l'élastine qu'elle contient, elle peut retrouver sa forme initiale. Alors, deuxième élément constituant le tissu conjonctif, c'est donc la substance fondamentale, donc cette matrice qui regroupe les fibres aux cellules constituées d'eau, de sels minéraux et d'un certain nombre de constituants, exemple des polysaccharides avec des glucoprotéines de structure par exemple. Alors, troisième élément constituant le tissu conjonctif, ce sont les cellules qui sont appelées en général fibroblastes et qui constituent donc les principales cellules du tissu conjonctif. Alors, donc, ça nous permet de définir qu'il y a plusieurs catégories de tissus conjonctifs. Alors, j'énumère ces différents types de tissus conjonctifs, mais on va développer certains, développer les caractéristiques de deux d'entre eux, qui sont les tissus squelettiques et le tissu sanguin. Donc, on a le tissu conjonctif lâche, qui est appelé ainsi parce qu'il a une substance fondamentale qui est très fine, donc relâchée, c'est de là que vient le terme lâche. Il est constitué de fibroblastes. Alors, un petit schéma qui peut vous aider à comprendre. Alors, vous avez donc les cellules qui ont une forme fusiforme avec des prolongements. Donc voilà la cellule, ses prolongements. Voilà, noyau. Et donc tout cet espace entre les cellules est constitué d'une matrice qui est très légère, donc très fine. Donc, ici, vous avez donc les fibroblastes et donc ici, vous avez la substance fondamentale. Alors ensuite, on a le tissu conjonctif dense. Donc comme son nom l'indique, la substance fondamentale est assez dense. Alors ça définit les tissus fibreux denses et les tissus élastiques. Alors ces deux catégories de tissus, on les trouve principalement dans les tendons et dans les ligaments. Alors on a également le tissu réticulaire. Alors les tissus réticulaires contiennent beaucoup de fibres de réticuline et ça caractérise par exemple le foie, le rein ou la moelle osseuse. Une autre catégorie de tissu conjonctif, c'est le tissu adipeux. Alors le tissu adipeux désigne des cellules qui contiennent de la graisse. Donc, chaque cellule contient beaucoup d'huile qui est emmagasinée à l'intérieur des cellules. Alors ensuite, on a
les tissus squelettiques qui regroupent les tissus cartilagineux, donc qui contiennent du cartilage, ce qu'on a par exemple au niveau du pavillon de l'oreille, au niveau du nez, et les tissus osseux, donc les constituants de notre squelette. Alors, pourquoi on parle de tissu squelettique? Parce que la matrice extracellulaire est solide. Le cartilage, on en trouve aussi au niveau des articulations. Et le tissu osseux, donc, c'est le principal constituant de notre squelette. C'est pourquoi donc on utilise le terme squelette, squelettique. Alors, on va également parler du tissu sanguin. Donc, le tissu sanguin est constitué de cellules sanguines, hein, vous connaissez, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Alors c'est également un tissu conjonctif parce qu'il répond à la définition, donc un ensemble de cellules reliées entre elles par une substance fondamentale, et il se trouve ici, dans ce cas-là, que cette substance qui relie l'ensemble des cellules est liquide. Donc dans les deux exemples que nous avons choisis, tissu squelettique et tissu sanguin, dans l'un la matrice extracellulaire est solide, dans l'autre la matrice extracellulaire est liquide. Donc on va commencer avec les tissus squelettiques et on va parler d'abord des tissus cartilagineux qu'on appelle également cartilage. Alors on peut définir les cartilages comme étant des tissus conjonctifs, donc un ensemble de cellules qui sont reliées par une substance fondamentale plus ou moins solide. Alors les cellules, on peut les observer ici. On les appelle des chondrocytes. Alors donc les cellules ou chondrocytes apparaissent ici. Vous avez le noyau qui est en bleu, le cytoplasme est en rose, violet. Donc ça, c'est le chondrocyte. Et vous avez donc ce qui est en bleu ici, qui apparaît translucide, c'est la substance fondamentale. Donc les cellules, ce sont des chondrocytes. On a une matrice extracellulaire donc abondante et complexe. Et elle est constituée d'une substance qu'on appelle la chondrine, donc qui est constituée elle-même d'acide chondroïtine sulfate. Donc c'est ce qui donne cette solidité à la matrice extracellulaire. Et c'est ce qui est à l'origine de l'appellation des cellules. Donc chondrocytes, vous avez ici 4 chondrocytes qui apparaissent, d'accord? Et il faut savoir que ce sont des cellules différenciées. Donc elles vont acquérir leur spécialité à partir de cellules des chondroblastes. Donc les chondroblastes, ce sont des cellules indifférenciées qui, au cours du développement, acquièrent une spécialité et se différencient pour donner donc des chondrocytes. Alors on peut voir ici que chaque cellule est à l'intérieur d'un petit espace qui est creusé à l'intérieur de la substance fondamentale qui est donc plus ou moins solide. Donc ça nous donne la formation de petites logettes ou de creux à l'intérieur de la substance et c'est ce qu'on appelle les chondroplastes. Donc le rôle de ces chondrocytes, c'est la synthèse et la dégradation des composants de la matrice extracellulaire. Alors, il faut savoir que le tissu cartilagineux ne contient pas de vaisseau sanguin, mais il va être
quand même nourri par diffusion à partir des capillaires sanguins du tissu conjonctif qui l'entoure. Alors lorsqu'on peut observer des coupes transversales dans des tissus cartilagineux, on peut observer les chondrocytes qui peuvent former plusieurs figures. Alors ces figures qui apparaissent, par exemple ce cas de figure ou celui-ci, ce sont en fait des structures qui apparaissent et qui sont variables en fonction de la croissance des chondrocytes. Donc la croissance des chondrocytes se fait par mitose à partir des chondrocytes préexistants et on peut avoir la disposition des cellules soit selon un axe, selon une ligne rectiligne. Et dans ce cas-là, on appelle ce cas de figure un groupe isogénique axial. Ou alors, on peut avoir une disposition des cellules après mitose selon un cercle, donc selon des rayons. Donc, ce cas de figure nous donne un groupe isogénique coronaire ou radiaire. Donc, vous aurez peut-être l'occasion d'observer des coupes de tissus cartilagineux et donc on peut observer ces deux cas de figure, groupe isogénique axial ou groupe isogénique coronaire ou radiaire. Donc, des résultats de la mitose pendant la croissance du tissu cartilagineux. Alors, il y a plusieurs catégories de cartilage. Donc, en général, pour les classer, on regarde principalement la composition de la matrice extracellulaire. Donc, les trois catégories de cartilage qu'on peut avoir dépendent de la présence, de la richesse en fibres collagène ou élastiques. Alors on a ces trois catégories, le cartilage hyalin. Alors hyalin, le terme veut dire transparent ou translucide. Vous avez le cartilage élastique et le cartilage fibreux. Alors je vous les présente ici avec des exemples de localisation dans notre organisme. Donc les caractéristiques d'un cartilage hyalin viennent du fait que la matrice extracellulaire qui apparaît ici, d'accord, elle est transparente, translucide, parce qu'elle est constituée d'éléments homogènes et de microfibrilles de collagène de petit calibre. Donc on ne voit ni granulation ni fibre. Tout apparaît de façon homogène et on a un aspect translucide. Ce tissu cartilagineux, on peut l'observer au niveau du nez, au niveau des voies respiratoires, au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique, au niveau des articulations et au niveau du larynx, qui fait partie des éléments des cordes vocales à l'intérieur de notre gorge. On a une deuxième catégorie qui est le cartilage élastique, qui est appelé ainsi parce que la matrice extracellulaire contient de nombreuses fibres élastiques, ce qui permet de former un réseau tridimensionnel qui apparaît ici. Donc les fibres apparaissent ici dans la substance fondamentale, autour des cellules, et donc ça forme des reliefs autour des cellules. Alors les cellules, vous les voyez ici avec un noyau qui apparaît en noir autour des cellules. Voilà.
Alors, on peut observer ce type de cartilage dans le pavillon de l'oreille, dans le conduit auditif, donc c'est l'élément principal au commencement de l'oreille. Et vous avez l'épiglotte qui se trouve également dans la gorge, à côté du larynx et du pharynx, et des cordes vocales. On a une troisième catégorie qui est le cartilage fibreux, qui est appelé ainsi parce qu'il contient au niveau de la matrice extracellulaire de nombreuses fibres collagènes, donc qui forment des faisceaux. Alors vous voyez ici que les cellules apparaissent ici avec leur noyau sombre, et donc on a des ondulations à l'intérieur de la substance fondamentale due à la présence de fibres collagènes. Alors ce type de tissu, on peut le trouver dans les disques intervertébraux, donc ce sont des éléments qui séparent les vertèbres. C'est ce qui permet donc l'articulation de deux vertèbres. Et au niveau des ménisques des genoux, alors vous savez qu'au niveau des genoux, il y a donc un élément osseux qui est la rotule, et vous avez des éléments qui séparent la rotule et les deux articulations des os principaux de la jambe, qu'on appelle des ménisques. Donc voilà ce qui concerne les cartilages. Alors maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de tissus squelettiques, donc les tissus osseux. Alors les tissus osseux donc, ont la particularité d'avoir une matrice extracellulaire encore plus solide que celle du cartilage, et cette matrice a la particularité de se calcifier, et donc ça nous permet d'étudier les os par radiographie. Parce que justement, le fait que les os soient calcifiés, ça permet donc de stopper le passage des rayons X, et donc ça fait apparaître les os avec leur forme. Donc ceci nous permet d'étudier les os par radiographie, voir s'il y a par exemple des fractures ou des déformations. Alors, les principales fonctions du squelette, donc, puisque les os forment notre squelette, d'abord une fonction mécanique, donc c'est ce qui permet la fonction principale de l'os, c'est que ça permet le soutien de notre corps, et donc ça nous permet de résister au choc. Ça permet également de protéger nos organes. Donc c'est une fonction mécanique. Alors la fonction métabolique vient du fait que dans l'os, il y a donc une réserve de calcium qui peut se faire, et donc ça contribue dans l'équilibre du métabolisme phosphocalcique. Alors, on a également une fonction hématopoïétique. Alors, le terme hématopoïétique vient du terme hématopoïèse. C'est la synthèse ou la fabrication de nouvelles cellules sanguines à partir de la moelle osseuse. C'est pourquoi on parle de fonction hématopoïétique. Vous savez que dans les os, il y a la moelle osseuse, et cette moelle osseuse contient les cellules souches
qui sont à l'origine des cellules sanguines, puisque nos cellules sanguines sont renouvelées en permanence. Donc, dans ce processus d'hématopoïèse, on reviendra là-dessus quand on parlera du tissu sanguin. Donc, le renouvellement des cellules sanguines à partir le renouvellement des cellules sanguines donc s'appelle hématopoïèse. Alors le tissu osseux. Donc schématiquement, ici vous avez l'aspect d'un tissu osseux avec ses principaux constituants. Alors vous avez donc la matrice osseuse, donc ce qui apparaît ici en vert, dans lesquelles on a 3 catégories de cellules. Donc, ces cellules, ce sont les ostéoblastes, qu'on peut voir ici, qui sont schématisées sous forme de petites cellules à la surface du tissu osseux. On a les ostéocytes qui se trouvent à l'intérieur de la matrice osseuse et on a les ostéoclastes, ce sont ces cellules de grande taille qui se trouvent du côté du tissu osseux qui est en résorption. Alors je m'explique, il faut savoir que notre tissu osseux, lorsqu'il est en pleine croissance, est souvent formé, mais une autre partie peut être digérée. Ça permet en fait de réguler la synthèse de l'os et sa croissance. Alors, on va parler maintenant des caractéristiques de ces 3 principales cellules. Alors, les ostéoblastes, ce sont des cellules indifférenciées. Donc, maintenant, vous êtes habitué au terme indifférenciées. Donc, elles ont une forme cubique. Elles n'ont pas de logette. Vous vous rappelez que lorsque la matrice extracellulaire est solide, pour bien se positionner à l'intérieur de cette matrice, les cellules peuvent creuser des petits espaces. Alors, dans le cas des ostéoblastes, il n'y a pas ces petits creux parce que les cellules se trouvent à la surface du tissu osseux. Alors, les ostéoblastes, on les appelle également des cellules ostéoformatrices parce qu'elles permettent la formation du tissu osseux. Et donc, elles ont un rôle dans la fabrication des constituants organiques de la matrice extracellulaire, donc de la matrice osseuse. Donc, les ostéoblastes, on peut les observer ici, à la surface du tissu osseux, et donc, il n'y a pas de logette. Alors, cet aspect ici qui vous apparaît, c'est une structure qui apparaît lorsqu'on observe les cellules au microscope électronique. Donc, on peut voir qu'il y a un noyau ici, un cytoplasme granuleux, ça veut dire qu'il est riche en organites qui interviennent au cours de la synthèse des protéines ou d'autres constituants. L'autre catégorie de cellules osseuses qu'on appelle ostéocytes, donc ici lorsqu'on a des cellules différenciées, on remplace le terme blast par le terme cyte. Donc les ostéocytes sont définis comme étant des ostéoblastes après différenciation. Donc à ce niveau-là, les cellules ne se divisent plus. Alors, généralement, on peut voir ici qu'elles ont une forme fusiforme ou étoilée
et qu'elles se trouvent dans des espaces à l'intérieur de la matrice osseuse. Donc, les espaces ou les petits creux qu'on trouve à l'intérieur de la matrice osseuse, on les appelle des ostéoplastes. Alors, on peut voir aussi que ces cellules ont des prolongements et ces prolongements trouvent leur chemin dans des petits canaux, donc canalicules, qui sont creusés à l'intérieur de cette substance ou cette matrice osseuse. Donc ceci permet à ces cellules d'échanger entre le fluide tissulaire et la substance osseuse. Donc ça intervient dans l'équilibre de la calcémie. Donc la calcémie, ça veut dire le taux de calcium dans le sang. Donc vous avez ici des cellules avec des prolongements qui permettent donc de faire un lien important avec la matrice osseuse et donc établir des échanges avec cette matrice osseuse. Alors, la troisième catégorie de cellules, c'est ce qu'on appelle les ostéoclastes. Donc, je vous ai dit qu'il y a toujours un équilibre entre les synthèses ou la formation de l'os et sa dégradation. Donc, les ostéoclastes, justement parce qu'elles interviennent dans la dégradation de l'os dans certaines parties du tissu osseux, s'appellent des cellules ostéorésorptrices. Donc on a parlé des ostéoblastes et des ostéocytes comme étant des cellules ostéoformatrices. Là maintenant, les ostéoclastes, ce sont des cellules ostéorésorptrices. Donc, lorsque ces cellules doivent intervenir pour digérer le tissu osseux à certaines parties de l'os, de notre squelette, elles deviennent actives et ressemblent à ce que vous observez ici, cet aspect qui apparaît au microscope électronique puisqu'on peut observer les organites. Donc elles deviennent des cellules de grande taille, donc géantes. Elles vont se situer à la surface du tissu osseux qui est en résorption, donc elles vont recevoir un signal de type hormonal et vont devenir mobiles. Donc elles vont se déplacer vers le tissu osseux qui nécessite donc une digestion ou un remodelage. Alors ces cellules donc vont développer un certain nombre de structures qui vont les aider à faire cette fonction de digestion. Alors donc, on les observe ici. Elles sont caractérisées par la présence d'une bordure en brosse, donc des structures qui apparaissent au niveau du pôle apical de ces cellules et qui vont aider dans le rôle de résorption du tissu osseux. Ce sont également des cellules qui vont développer plusieurs noyaux. Leur cytoplasme est également riche en lysosomes, donc des structures dans lesquelles il y a des enzymes de type hydrolase. Donc c'est ce qui va intervenir sur l'os pour le digérer. Alors donc on peut voir ici qu'il y a de nombreuses vésicules, donc résultat de la digestion. Alors donc ces cellules
de grande taille, donc géantes, qui ont une bordure en brosse très développée et qui contiennent de nombreux lysosymes, vont digérer l'os et le remodeler. Et donc, au niveau où elles se fixent, au niveau du tissu osseux, elles forment ce qu'on appelle une lacune de résorption. Donc, il faut savoir que le tissu osseux est en permanence remodelé, donc il y a souvent formation des unités de résorption. Donc, il y a un équilibre entre le tissu qui est formé, nouvellement formé, à l'aide des ostéocytes et des ostéoblastes, et le tissu qui doit être résorbé. Donc ceci est contrôlé de façon hormonale, donc il y a une régulation hormonale, et c'est ce qui explique pourquoi, dans le cas particulier de la femme, lorsqu'il y a une ménopause, donc un arrêt de la synthèse de certaines hormones, il y a ce qu'on appelle l'ostéoporose qui commence à s'installer. Donc le tissu osseux qui devient plus friable parce qu'il n'y a plus donc formation de nouveaux tissus osseux. Alors, au niveau du tissu osseux, dans sa partie rigide, la plus rigide, donc ce qu'on appelle l'os compact ou sec, les cellules osseuses sont généralement disposées en cercle concentrique. Donc ça donne une structure qui ressemble à ceci. Donc vous avez cet ensemble qu'on appelle ostéone. Au centre, on appelle cet élément ici au centre, on l'appelle canal de Havers, du nom du chercheur qui a trouvé ce canal, qui a pu l'observer. Alors, vous avez ici des petits points sur des cercles qui sont symétriques par rapport à ce centre, à ce canal. Et sur ces cercles, donc les petits spots foncés, ce sont les ostéocytes. Donc au centre, au niveau du canal de Havers, il y a donc l'innervation et la vascularisation, donc les vaisseaux sanguins et les nerfs qui proviennent de la moelle osseuse. Donc on va revenir sur un autre schéma qui vous explique de plus près, qui vous montre de plus près cette organisation au niveau du tissu osseux sec, donc la partie externe de l'os. Il faut comprendre que dans un os, vous avez la partie externe qui est dure et au centre, vous avez donc la moelle osseuse, donc un tissu osseux plus fragile. Donc dans la partie compacte, dure de l'os, on a les ostéocytes, donc qui sont ici, ces petits points marrons, qui sont donc sur des cercles concentriques. Au centre, on a le canal de Havers. Et donc ici, on peut retrouver schématiquement les différents éléments. Donc ici au centre, vous avez le canal de Havers. Ici, vous avez les lamelles. Ici, vous avez les lamelles concentriques. Voilà, qui sont, on dit concentriques parce qu'elles sont symétriques au canal.
par rapport au canal. Donc, les petits spots ici, ce sont les ostéocytes, donc ils sont schématisés ici sous forme de corps cellulaire avec les petites ramifications ici qui apparaissent, ce sont les canalicules. Donc, vous les voyez ici qui apparaissent. Là, c'est une photo obtenue après observation au microscope optique, donc après coloration. Ici, c'est une schématisation de cette photographie. Donc, canalicule, ostéocyte, lamelle concentrique, canal de Havertz, et donc l'ensemble s'appelle ostéone, qu'on appelle également système de Havertz. Ici. Nous avons parlé de la catégorie de tissus conjonctifs dits squelettiques qui ont la particularité d'avoir une matrice extracellulaire solide. Maintenant, on va parler d'un autre type particulier de tissu conjonctif qui est le tissu sanguin. Alors, ce tissu est caractérisé par la présence d'une matrice extracellulaire qui est liquide. Alors donc, le tissu sanguin, donc c'est le sang, c'est un tissu conjonctif spécialisé, formé de cellules. Alors, ces cellules, ce sont les éléments figurés du sang et qui baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma sanguin. Alors, les cellules sanguines, bien sûr, vous les connaissez, ce sont les globules rouges qu'on appelle également érythrocytes, les globules blancs qu'on appelle également leucocytes et les plaquettes sanguines qu'on appelle thrombocytes. Alors, le plasma est constitué d'eau, de sels minéraux et de molécules organiques, donc des glucides, des lipides et des protéines. Alors donc vous avez, pour observer les cellules sanguines, on réagit généralement ce qu'on appelle des frottis sanguins, donc une goutte de sang qui est disposée sur une lame en verre à l'aide de colorations particulières, spécifiques. On obtient donc l'ensemble des cellules. Alors ici vous avez donc les globules rouges et ici vous avez deux leucocytes qui apparaissent sur la photographie. Alors on va commencer avec les globules rouges, alors qu'on appelle également érythrocytes à cause de la couleur rouge et qu'on appelle également hématies parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Alors donc ce sont des cellules hautement spécialisées. L'observation au microscope optique montre qu'on a des cellules sans noyau, donc on dit qu'elles sont anucléées. Ce sont des petits disques avec au centre une dépression. En fait, il s'agit d'un petit creux, ce n'est pas un vide, c'est un petit creux qui donne une dépression au niveau de la partie centrale de la cellule. Alors ce sont des cellules qui ont un petit diamètre, autour de 7 à 8 microns, et qui ont une épaisseur de 2 microns au maximum. Alors le cytoplasme ne contient pas d'organites, mais est principalement constitué d'hémoglobine, donc ce pigment rouge qui permet la fixation de l'oxygène et qui assure donc son transport. Donc c'est là qu'apparaît le rôle principal de ces cellules. Alors la membrane plasmique de ces cellules porte également les antigènes qui déterminent les groupes sanguins. Hein, chacun d'entre nous peut avoir le groupe A, B, AB ou O,
avec le rhésus positif ou négatif. Donc c'est au niveau des membranes des cellules sanguines, des globules rouges, qu'il y a ces informations. Il est important de connaître le nombre de globules rouges dans notre sang. Donc il y en a à peu près, donc ça varie de 4,5 à 5,9 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. La durée de vie des globules rouges est de 4 mois à peu près, donc 120 jours seulement. Ensuite, ils sont détruits par hémolyse, c'est-à-dire que les cellules éclatent parce que les cellules ne sont plus actives et donc elles doivent être renouvelées. Lorsque le nombre de globules rouges diminue dans le sang, en général, c'est qu'on n'est pas en bonne santé et c'est ce qu'on appelle l'anémie. Faqr dam. Donc, il est important de connaître le nombre de globules rouges qu'on doit avoir dans notre sang pour s'assurer qu'on est en bonne santé. Les globules blancs, c'est l'autre catégorie de cellules qu'on trouve dans le sang. On les appelle également des leucocytes. Alors, pour les caractériser morphologiquement sur un frottis sanguin, on peut voir qu'elles sont des cellules, que ce sont des cellules avec un noyau, donc nucléé, et généralement elles forment deux groupes de leucocytes. Un groupe qu'on appelle leucocyte hyalin et un groupe qu'on appelle leucocyte granuleux. Alors cette séparation est basée sur la présence au niveau du cytoplasme des cellules de granulation visible ou non visible. Non visible dans le cas des leucocytes hyalins et bien visible dans le cas des leucocytes granuleux. Donc on peut voir aussi qu'il y a une différence par rapport aux globules rouges, par rapport au nombre des leucocytes dans le sang. 4 000 à 10 000 seulement par millimètre cube de sang. Et leur fonction est très importante dans les défenses de l'organisme. Alors, comment caractériser ces cellules? Donc, on vient de dire qu'il y a deux grands groupes, leucocytes hyalins, qu'on appelle également mononucléaires. Donc, les leucocytes hyalins, parce que leur cytoplasme ne montre pas de granulation visible au microscope optique, on les appelle également des mononucléaires parce que leur noyau est formé d'un seul bloc. Une seule unité qui forme le noyau. Donc, le noyau est généralement régulier, il n'est pas découpé en lobes et on n'observe pas de granulation spécifique. Alors, il y a deux grandes catégories. Une catégorie qu'on appelle lymphocytes et une autre catégorie qu'on appelle monocytes. Alors la caractérisation se fait au microscope optique sur des frottis sanguins. Donc en ce qui concerne les lymphocytes, là on précise leur nombre. Ce sont des cellules impliquées dans la coordination des réponses immunitaires de l'organisme. Et donc structurellement ou morphologiquement, il s'agit de cellules avec un noyau constitué d'un seul bloc. Donc ici, dans le cas des lymphocytes, le noyau est sphérique. Donc il apparaît ici en violet. On a deux catégories en fonction de la taille de ces cellules qui est comparée généralement par rapport à la taille de globules rouges. Donc vous vous rappelez que
la taille des globules rouges est à peu près 7 microns. Et donc là, on peut voir des cellules avec un noyau sphérique qui ont à peu près la même taille que le globule rouge. C'est ce qu'on appelle les petits lymphocytes. Et on a un cytoplasme qui est généralement réduit. Le cas des lymphocytes de taille moyenne ou de grande taille, c'est donc toujours par comparaison à la taille des globules rouges. Donc ça peut atteindre jusqu'à 2 fois la taille du globule rouge. Et généralement, le cytoplasme occupe une plus grande place. Donc les petits lymphocytes, les grands lymphocytes ici. Donc, la caractéristique du groupe de ces cellules, c'est la présence d'un noyau sphérique. L'autre catégorie de leucocytes IALA, ou mononucléaires, c'est des cellules qu'on appelle monocytes. Alors on les appelle ainsi parce que ce sont des cellules de grande taille lorsqu'on les compare aux globules rouges et parce que leur noyau a la forme d'un rein. Vous voyez ici, ce n'est pas une sphère, donc c'est une forme incurvée. Donc ça ressemble à un rein ou à un grand haricot. Ce sont donc les monocytes. Alors le noyau, comme il a une forme incurvée, on dit qu'il est réniforme. Alors le deuxième groupe de leucocytes qu'on appelle granuleux, leucocytes granuleux, granulocytes ou polynucléaires, donc granuleux parce que le cytoplasme contient des granulations qui peuvent avoir des tailles différentes. Et polynucléaire parce que justement le noyau est découpé en lobes. Il peut avoir 2 jusqu'à 5 lobes, de 2 jusqu'à 5 lobes. Alors le cytoplasme est granuleux et en fonction des colorants qu'on utilise pour la préparation des frottis, ces granulations peuvent fixer différents types de coloration. Alors le colorant qu'on utilise, ce sont des solutions May, Grunwald et solutions JMSA. Ce sont des solutions qui contiennent plusieurs colorants, basiques et acides. Donc lorsque le cytoplasme fixe des colorants acides ou basiques, ça apparaît au niveau de la couleur. Donc les couleurs acides, c'est jaune jusqu'à rouge. Et vous avez les colorations basiques, c'est plutôt bleu, violet. Et donc ça permet de distinguer entre les différents types de leucocytes granuleux. Donc première catégorie, polynucléaires neutrophiles, ce sont les granulocytes les plus nombreux. Si on doit se référer au nombre de globules rouges, donc ce sont les cellules les plus abondantes après les globules rouges. Alors leur diamètre constitue le double de celui d'un globule rouge qui apparaît ici. Et leur caractéristique, c'est qu'elles comportent au niveau du noyau 3 à 5 lobes. Donc on dit que le noyau est plurilobé, il peut comporter 3 à 5 lobes. Et les granulations cytoplasmiques sont généralement de petite taille, donc on dit qu'elles sont fines, et fixent à la fois
les couleurs basiques et acides. Donc on a au niveau du cytoplasme une coloration rose et bleue. Donc on les appelle des neutrophiles parce que justement elles fixent aussi bien les colorations acides que basiques. Alors vous avez la deuxième catégorie de leucocytes granuleux qu'on appelle éosinophiles ou acidophiles. Alors éosinophile, c'est le colorant acide qui est utilisé dans les solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure pour colorer les cellules sanguines. Et donc ça donne une teinte rose, donc acidophile. Alors donc, ces cellules sont caractérisées par la présence de deux lobes nucléaires, deux lobes au niveau du noyau, et au niveau du cytoplasme, on a des granulations de grande taille et sphériques. Et de plus, elles ont une teinte rouge-orange. Alors, ce sont des cellules qui ne sont pas très abondantes dans nos frottis. Donc, quand on fait des analyses au laboratoire des différents constituants de notre sang, ce sont des cellules qui ne sont pas abondantes. Donc, on peut trouver 2% à peu près d'acidophiles lorsqu'on fait des analyses. Ça veut dire très peu de cellules. Alors, troisième catégorie de leucocytes granuleux, ce sont des cellules qu'on appelle les basophiles. Alors, comme leur nom l'indique, donc au niveau du cytoplasme, on observera des granulations de couleur bleue ou bleu violacé. Ce sont des granulations très abondantes donc dans le cytoplasme. Le résultat, c'est que on n'arrive pas à observer la forme du noyau distinctement. Donc ça donne un noyau irrégulier avec une forme qui peut varier. Alors les granulations donc sont de couleur bleu violacé et elles sont de grande taille. Alors les basophiles, ce sont également des cellules encore moins abondantes que les éosinophiles. Donc quelquefois dans les analyses de notre sang, il peut y avoir 0 basophile. Alors maintenant, il nous reste la dernière catégorie de cellules sanguines qu'on appelle plaquettes ou thrombocytes. Alors le terme thrombocyte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme thrombose, c'est lorsqu'il y a un problème dans la fluidité du sang. Donc lorsque le sang forme un caillot, il bloque quelquefois la circulation du sang dans les vaisseaux et donc on parle de thrombose. Donc c'est de là que vient le terme. Alors ce sont des cellules assez nombreuses, 150 000 à 300 000 par millimètre cube de sang. Ce sont généralement des petits fragments cellulaires sans noyau. Alors là, vous reconnaissez les globules rouges, bien sûr. Et ces petits fragments-là, ce sont les plaquettes. Alors généralement, on les observe sous forme agglutinée, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à former des petits amas de cellules parce que justement, elles contiennent un facteur de coagulation. Alors le cytoplasme contient de nombreuses mitochondries
des vésicules et un cytosquelette riche en protéines contractiles. Donc, c'est ce qui fait que ce sont des cellules qui ont tendance à se regrouper. Ce sont des cellules qui ont une durée de vie très courte, hein, ça ne dépasse pas les 12 jours, et sont généralement détruites dans le foie et la rate. Alors le rôle principal, donc vous avez dû le deviner, c'est dans le processus de coagulation sanguine. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'il y a une petite blessure au niveau de notre peau, généralement le sang s'arrête au bout de quelques minutes parce que justement il coagule à l'air et donc ça bloque l'hémorragie. Alors donc voilà ce que vous aurez l'occasion d'observer en travaux pratiques, donc sur des frottis sanguins. Vous pourrez essayer d'observer les cellules qui sont bien sûr colorées et selon leurs caractéristiques au niveau du noyau, présence ou absence, au niveau de la forme du noyau, sphérique ou découpé en lobes, au niveau du cytoplasme, présence ou non de granulation, la forme des granulations, leur taille, leur couleur, leur coloration, ça vous permet de distinguer entre les différents types de cellules sanguines et de les identifier chacune par leur nom. Pour résumer, je vous ai remis un tableau ici avec les nombres de cellules sanguines. Ici les globules rouges, globules blancs, les plaquettes par millimètre de cube de sang et leur durée de vie. Donc on peut voir que finalement la durée de vie des cellules sanguines est limitée dans le temps et donc elles doivent être renouvelées. C'est ce qui se fait au cours de ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Alors donc les cellules les cellules sanguines, quand elles ne sont plus actives, sont détruites de façon continue et donc elles doivent être maintenues en nombre constant chez un individu en bonne santé. Donc ces cellules doivent être synthétisées à partir de la moelle osseuse. Alors donc ce processus qu'on appelle hématopoïèse peut être défini comme étant l'ensemble des phénomènes qui contribuent à la fabrication et au remplacement continu et régulé des cellules sanguines. Alors, vous comprendrez pourquoi on parle de régulation tout à l'heure. Et donc c'est un phénomène, une activité de production qui est assurée par un ensemble de cellules au niveau du tissu conjonctif de la moelle osseuse qu'on appelle cellules souches hématopoïétiques. Donc ces cellules souches, donc on les trouve au niveau de la moelle rouge. Donc vous avez au niveau de l'os, vous avez la partie dure et au centre vous avez la partie spongieuse. C'est à ce niveau qu'on trouve donc la moelle osseuse hématopoïétique. Donc on peut en trouver dans le sternum. Donc vous savez ce que c'est, ce qui relie les deux parties de la cage thoracique. Et les côtes qui font partie ce sont les petits os de la cage thoracique, au niveau des vertèbres et au niveau du bassin. Alors,
Donc vous avez ici une schématisation d'un os, voilà, une photo plutôt, et donc au niveau de la moelle osseuse, on peut voir qu'il y a donc des cellules, et ces cellules donc vont être à l'origine des nouvelles cellules sanguines. Alors l'hématopoïèse peut être étudiée par cytologie, donc on peut prélever un ensemble de cellules au niveau de l'os, ou on peut prélever un morceau de tissu osseux pour analyser l'aspect des cellules, parce que ça peut refléter la bonne santé de ces cellules au niveau du tissu, au niveau de la moelle osseuse. Alors, l'hématopoïèse peut être donc étudiée par cytologie ou histologie, et ça permet donc de distinguer, de caractériser plusieurs lignées cellulaires, donc un ensemble d'étapes qui permettent l'aboutissement aux cellules sanguines telles qu'on les connaît dans notre sang circulant. Alors, quelles sont les étapes de l'hématopoïèse? Donc, on a dit que au départ, les cellules se forment à partir de cellules souches. Alors, dans la moelle osseuse, donc il y a le tissu conjonctif qui contient des cellules. Pourquoi on les appelle cellules souches primitives? Parce qu'elles ne sont pas encore différenciées. Donc elles vont subir un certain nombre de transformations, processus de différenciation, pour arriver avant d'arriver à obtenir des cellules, des globules rouges, des globules blancs, avec toutes sortes de catégories, ou des plaquettes. Donc on les appelle cellules souches parce qu'elles sont totipotentes, donc elles contiennent toute l'information qui va déterminer par la suite le type de cellules sanguines qu'on trouve dans notre sang. Donc c'est ce qui constitue donc ici la pointe de cette pyramide. Alors ensuite, la deuxième étape de ce processus, sous l'influence de facteurs stimulants, généralement il s'agit d'hormones, ces cellules souches vont s'engager dans le processus de la différenciation, et donc on les appelle des cellules progénitrices. Donc elles vont en fait commencer la première étape de différenciation. Troisième étape de ce processus d'hématopoïèse, c'est la formation de cellules qu'on appelle cellules précurseurs. Donc les cellules qui se sont engagées dans une lignée de différenciation, soit pour former des globules rouges, soit pour former les lymphocytes par exemple, vont subir plusieurs divisions et aboutir à des cellules engagées qui ont acquis un certain nombre de différenciations et qui vont donner par la suite donc les différentes catégories de cellules sanguines qu'on connaît. La dernière étape, qu'on appelle la maturation, permet de définir les cellules telles qu'on les connaît et qu'on a étudiées donc dans le sang circulant. Donc voilà
dans cette pyramide, on a en résumé les 4 étapes de l'hématopoïèse. Donc, cellules souches indifférenciées au sommet de la pyramide. Les cellules vont s'engager dans une voie particulière de différenciation. Elles vont subir des transformations, puis elles vont être spécialisées et donc au cours de l'étape de maturation vont ressembler aux cellules de notre sang circulant. Alors il y a plusieurs lignées hématopoïétiques. On a une lignée qui permet la formation des globules rouges, c'est la lignée érythroblastique qu'on appelle également érythropoïèse. On a la lignée granuleuse qui permet la formation, comme son nom l'indique, de granulocytes, c'est-à-dire les neutrophiles, les acidophiles et les basophiles. On a la lignée monocytaire qui permet la formation des monocytes, la lignée lymphoïde qui permet la formation des lymphocytes, et vous avez la lignée mégacariocytaire ou thrombopoïèse qui permet la formation des plaquettes. Alors donc, ce processus se fait donc de façon continue, et donc pour les globules rouges, il y a à peu près 200 milliards de cellules sanguines qui sont fabriquées par millimètre cube de sang. En ce qui concerne les globules blancs, 10 milliards, et en ce qui concerne les plaquettes, 100 milliards. Donc ce processus permet de maintenir un nombre spécifique au niveau des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Pour qu'un individu soit en bonne santé, on doit avoir exactement ces chiffres. Alors, différents facteurs interviennent dans la régulation de l'hématopoïèse. Donc, je vous l'ai dit, c'est un processus régulé. Donc, vous avez un apport de certaines substances qui est nécessaire pour que cette hématopoïèse se fasse dans de bonnes conditions. Donc, en particulier, la vitamine B12 et l'acide folique, qu'on appelle également vitamine B9, sont nécessaires à la synthèse de l'ADN, donc la division cellulaire. Donc, au cours des différentes étapes de l'hématopoïèse, il y a des divisions cellulaires et donc ces vitamines sont nécessaires. Il y a également l'apport de fer et de vitamine B6 qui sont indispensables pour la synthèse de l'hémoglobine qu'on trouve donc au niveau des globules rouges. Et vous avez également des hormones qui doivent intervenir, qui doivent être en quantité suffisante parce qu'elles ont un rôle important pour la survie et le bon fonctionnement de l'hématopoïèse. Alors, c'est le cas cité ici, c'est le cas de l'érythropoïétine, donc qui a un rôle très important à jouer au niveau de l'hématopoïèse.